Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Oracle explose les attentes. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de cette compagnie plusieurs fois. Il me souvient que sur la première vidéo sur cette chaîne destinée à Oracle, c'est une entreprise qui s'est changée aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et je vous avais dit que c'est une entreprise qui mérite d'avoir un multiple de valorisation bien plus élevé que 15 fois les bénéfices. Évidemment, à cette période-là, c'était une croissance essentiellement. C'était une compagnie à peu près mature, mais en fait, mature, ça veut dire quoi? En fait, tout simplement, on veut dire que organiquement, on a de la croissance sans doute, mais c'est une croissance qui nous permet de se maintenir, d'accord? Le revenu a tendance à être flat, on va le dire comme ça. Mais derrière, on oublie que c'est le type d'entreprise qui peut également générer, qui peut également acheter de la croissance externe, ok? Parce que ça reste un business indispensable néanmoins. Donc, au dernier trimestre, donc, je vais vous partager à peu près ce que moi j'ai compris des derniers rapports financiers. Oracle a récemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2025, démontrant une croissance impressionnante, notamment dans le domaine des services cloud. Ces chiffres confirment le succès de la stratégie d'Oracle, qui mise sur le développement de son offre cloud et l'innovation technologique. Donc, Oracle a enregistré une hausse significative de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action, dépassant les attentes des analystes, ce qui est toujours une bonne chose. Mais j'aimerais également préciser une chose. La cible, si l'entreprise n'atteint pas la cible fixée par les analystes, ce n'est pas l'entreprise qui a raté la cible des analystes, ce sont les analystes qui ont mal, disons, qui ont fait des prévisions assez optimistes par rapport au business. Ok? Ce sont les analystes qui ratent leur cible et non l'entreprise. Ne l'oubliez jamais. OK? Donc, cette performance remarquable souligne la dynamique de croissance de l'entreprise soutenue par la demande croissante pour les services cloud et les solutions d'intelligence artificielle. Les revenus des services cloud ont connu une forte progression, en particulier dans le domaine de l'infrastructure cloud et des applications cloud. Donc, vous avez le Infrastructure as a Service, c'est essentiellement le cloud, un peu comme Azure, etc. Et le et le Software as a Service, parce qu'Amazon vend également un produit bien spécifique, notamment pour la gestion des bases de données. OK? Vous avez à peu près un produit pareil. Et donc, ce sont des revenus récurrents. Très important. Et les marges sont généralement élevées. OK? Donc, cette performance témoigne de la capacité d'Oracle à rivaliser avec les leaders du marché tels que Amazon Web Services et Microsoft Azure. On pourrait également rajouter Google, parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas que ces deux ou trois entités sur le marché du cloud. OK? Donc, en ce qui concerne les perspectives, Oracle prévoit de maintenir cette dynamique de croissance au cours des prochains trimestres grâce à la demande continue pour les services cloud et à l'IA. Et je mentionne ici que, vu qu'elle vend des services cloud, notamment pour l'infrastructure, c'est bénéfique si vous intégrez l'IA. Deuxièmement, si l'entreprise vend des logiciels, c'est également bénéfique si vous intégrez l'IA. Donc, je pourrais mettre Oracle au même niveau que Microsoft. Attention, quand je parle de même niveau, par rapport aux perspectives, je ne dirais pas par rapport aux perspectives de croissance, mais en termes de qualité, d'accord? En termes de qualité. Et quand je parle de qualité ici, je mentionne surtout les entreprises qui vont avoir tendance à gagner, à faire de l'argent dans le segment, dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, certes, c'est Nvidia, parce que c'est Nvidia qui gagne de l'argent. Les autres n'en gagnent pas. Pour le moment, ils investissent parce qu'ils ont les moyens de le faire. Parce qu'on pourrait signifier maintenant que, quand on mentionnait tantôt que près de 40% des clients d'Nvidia, les clients d'Nvidia se regroupent à peu près, c'est Amazon, Microsoft, Meta, Google. Vous pouvez rajouter Oracle. Ce sont les donneurs d'ordre. Sur la vidéo précédente, donc celle qui précède celle-ci, notamment je parlais ici de tout ce qui concerne ici les pénuries de semi-conducteurs. C'est cette vidéo. Pénurie de GPU menace la révolution. Donc la pénurie de GPU menace la révolution. On parlait ici de Larry Ellison. Vous avez vu à quoi il ressemble, Larry Ellison? Est-ce que vous savez qu'il a 80 ans? 80 ans. Vous lui donnerez une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années. Après, maintenant, revenons à nos moutons ici. Il mentionnait tantôt que c'est une entreprise, ils vont investir massivement dans le cloud.
Et donc, ils ont besoin des produits vendus par NVIDIA. Or, malgré la rencontre qu'il a eue avec le PDG d'NVIDIA, la demande est telle que même des acteurs comme Oracle, en surpayant, parce qu'il était prêt à payer bien plus que ça, pour avoir le plus de GPU possible en date d'aujourd'hui, même pour un mastodonte comme Oracle, c'est difficile de se fournir. Littéralement, la demande est extrêmement élevée. Et c'est une bonne chose pour NVIDIA. Mais ce n'est pas durable. Mais, d'accord, tout ce qui concerne l'IA ici, toutes les innovations autour pourraient être bénéfiques pour une entité comme Oracle, qui vend non seulement l'infrastructure cloud, mais également des logiciels qui fonctionnent, qui intégrant ici des technologies d'intelligence artificielle générative. On revient sur notre article pour le terminer. Donc, la direction a fixé des objectifs ambitieux en matière de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme, que vous pouvez retrouver dans les rapports financiers. OK? Donc, vous pouvez aller, ce document, il est là, vous pouvez aller le lire de haut en bas et vous allez retrouver les informations en question. OK? Donc, concernant les points forts et les défis à l'horizon, parce que c'est important de toujours les identifier, la forte croissance des revenus cloud qui témoigne de la pertinence de la stratégie d'Oracle, c'est un point positif. Ensuite, nous avons un carnet de commandes record qui reflète la confiance des clients dans les solutions d'Oracle et assure une visibilité sur les revenus futurs. Troisièmement, nous avons l'engagement continu envers l'innovation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la base de données, donc domaine d'intelligence artificielle, ainsi que leur business, le legacy business ici, qui est essentiellement ici la gestion des bases de données, qui renforce la compétitivité d'Oracle. Ainsi, maintenant, il faut parler également des défis à l'horizon, des problèmes qu'on pourrait rencontrer. La concurrence intense sur le marché du cloud, qui nécessite une innovation constante et des solutions différenciées. Les incertitudes économiques mondiales qui pourraient affecter les dépenses informatiques des entreprises et impacter la demande pour les solutions d'Oracle. En conclusion, les résultats du premier trimestre 2025 d'Oracle témoignent de la réussite de sa stratégie axée sur le cloud et l'IA. OK? La croissance solide du chiffre d'affaires et des bénéfices associés à un carnet de commandes record laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'entreprise. Donc les partenariats stratégiques, les investissements dans l'infrastructure cloud et l'accent mis sur l'innovation devraient soutenir cette dynamique positive à long terme. Donc si on va parler d'évaluation présentement, ORCL, Oracle, on mentionne ici que c'est une entreprise qui avait l'habitude de se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices pendant très, très longtemps. En fait, si vous avez acheté du Oracle depuis 2004, tous les jours, Oracle n'est pas devenu une belle entreprise. Ça a toujours été une entreprise extraordinaire. Je vous le mentionne. Et donc, parce que d'aucuns voient uniquement ce type de choses avec les chiffres, prenons ceci. Simple. Croissance des revenus. Nous avons des revenus croissants jusqu'en 2012. Et à partir de 2012, nous avons plutôt une stabilité. Donc, ça montre ici la maturité du business. Et à partir de cette période, on remarque une croissance accélérée que vous pouvez également retrouver à ce niveau parce que c'était une entité mature. Quand une entité devient mature, c'est normal de s'échanger à 15 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas une chose. On peut être valorisé à 15 fois les bénéfices, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rachète les actions ou bien on se plaint du fait que, vu qu'on est une entité française, on a tendance à se négocier à une multiple de valorisation moins élevée que les américaines, ce qui peut être parfois vrai. Et donc, c'est la raison pour laquelle on veut aller aux États-Unis parce que à ce niveau-là, en allant aux États-Unis, on pourrait avoir une valorisation des multiples bien plus élevées. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? C'est l'occasion pour moi de mentionner que Total Energy n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Si l'entité pense qu'elle est sous-valorisée, elle n'a qu'à racheter massivement ses actions. C'est tout. Le marché s'en rendra compte tôt ou tard. Je n'ai jamais vu une entreprise qui se plaint du fait qu'elle est sous-valorisée. Et donc veut aller sur un marché sur lequel elle pourrait être valorisée à sa juste valeur. Elle le mérite. D'accord? Parce que Total Energy fait partie des meilleures entreprises dans ce secteur d'activité-là. Je sais qu'on parle d'Oracle. Mais vous me connaissez, je parle d'analyse fondamentale. Et donc, sur une vidéo quelconque, je peux parfois dire des choses qui, moi, me semblent importantes. OK? Donc, le fait que Total Energy aille aux États-Unis ici
pour essayer à peu près de s'échanger au même niveau, essayer d'avoir un niveau de multiples équivalent à ses consoeurs américaines, parce qu'elle en a pleinement, non seulement le droit, mais également, ce serait totalement normal pour elle de se négocier à ce niveau de multiples-là. En fait, pour moi, je me dis, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais ça n'a pas lieu d'être. Si Total Energy est sous-valorisée, elle n'a qu'à racheter massivement ses actions, point barre. À multiples égales, ne vous inquiétez pas, le marché s'en rendra compte tôt ou tard. Et je vous présente le graphique de Oracle. Oracle rachète ses actions. Si on prend les 20 dernières années, Oracle a racheté 46% de sa base d'actions. Ici, on ne donne pas d'actions gratuites. Je n'ai jamais compris ce concept-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre. Oui, Air Liquide, machin truc, belle entreprise, mais le rachat d'actions est privilégié. D'accord? Ensuite, si vous pensez que c'est oh non, action gratuite, non, c'est pas gratuit, c'est un dividende déguisé. Vous pouvez être content derrière. En fait, techniquement, si vous regardez bien, si on n'avait pas distribué de dividendes, imaginez que vous détenez cette compagnie depuis au moins une dizaine d'années. Si elle n'avait pas émis de nouvelles actions, combien est-ce que, à multiples moyens égales, quelle serait à peu près la valorisation actuelle? Bref, revenons ici à Oracle. Ça reste une belle entreprise, Air Liquide, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a vraiment des fanatiques ici qui ne vont pas plus loin que l'action gratuite. Parce que, rappelez-vous, ce n'est jamais gratuit. Sur les 10 dernières années, on a racheté 38% de la base d'actions. Sur les 5 dernières années, 21%. Sur les 3 dernières années, 4,41%. Notamment parce que, entre-temps, on a fait des acquisitions. Et vous allez remarquer une chose. Quand on effectue des acquisitions, on a un bump au niveau du nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions augmente un tout petit peu. Donc, l'entreprise paye généralement en émettant de nouvelles actions. Et vous pouvez remarquer ici que la plus grosse acquisition qu'elle ait faite sur les dernières années, enfin, depuis à peu près depuis 1995, c'était en 2022. OK? Et donc, en 2022, c'est normal de voir cette augmentation d'actions. Parce que c'est bien de connaître, oh, les actions augmentent, mais pourquoi? C'est à ça que ça nous sert, la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, je continue. Regardons les marges brutes de la compagnie, qui étaient à peu près aux alentours de 80%. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 80%. Actuellement, nous avons 71,41. Vous avez remarqué qu'on a fait une acquisition dernièrement, donc peut-être l'entreprise qu'on a rachetée ici a peut-être des marges bien moins élevées de manière générale pour le moment. Et donc, si on arrive ici à stabiliser ce business-là, afin qu'elle puisse avoir les mêmes marges que le legacy business, ça pourrait être intéressant. Ensuite, vous avez quoi? C'est bien de regarder les marges brutes. Mais est-ce que les marges EBITDA suivent la même tendance? On avait 41%, là on a 40% de marge EBITDA. Donc sur les dernières années, les marges EBITDA sont plutôt cohérentes par rapport à la moyenne de ce business. OK? En vérité, on a eu du 44% à un moment donné. Si on prend les marges nettes, toujours en vérifiant si les net income et free cash flow vont dans le même sens, on constate ici que les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. Et donc, même en prenant les net income comme étant proxy, normalement, on devrait s'attendre à des marges de free cash flow plus élevées que les net income. Et donc, on a souvent des marges de net income supérieures à 24%. Et un business pareil c'est changé à 15 fois les bénéfices. Il faut vraiment être fou pour se dire que « Ah non, je n'ai pas acheté du Oracle, hein, ne vous inquiétez pas. » Je fais donc partie de ces fous-là. Tout simplement parce que sur cette chaîne, j'ai passé mon temps à parler d'entreprises, entre parenthèses, de merde. Parce que j'ai parlé, on me définit souvent comme une chaîne française, mais je suis une chaîne francophone. D'accord? Je parle d'investissement en français. Et s'il fallait même parler d'entité, je parlais uniquement d'entité nord-américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entité intéressante en Europe, mais je veux dire, le temps qu'on perd à analyser de Nexity, la 100e vidéo sur Nexity, la 400e vidéo sur Kering, la 2000e vidéo sur LVMH, je veux dire, le monde a bien plus que ça à offrir. Ce sont de belles entreprises, enfin, certaines entreprises correctes. LVMH, belle entreprise. Kering reste une belle entreprise. Mais je veux dire, on a du Fastenal, du Wesco. Je veux dire, il y a du Alimentation Couche-Tard, du CGI. Il y a énormément d'entreprises qu'on aurait pu mentionner. Et donc, c'est la raison pour laquelle je tiens aujourd'hui à garder ce type d'entreprise-là en watchlist, de telle sorte que si je recherche une opportunité d'investissement, je vais uniquement dans ma watchlist, je check lesquelles sont intéressantes en date d'aujourd'hui, je regarde dans ma watchlist
Et je pourrais me rendre compte que, oh, nous avons en date d'aujourd'hui Oracle qui est intéressant. Si Oracle se retrouve dans ma watchlist, c'est déjà, premièrement, parce que c'est un bon business. Et deuxièmement, si c'est un bon business, je la mets dans ma watchlist, je mets un price target. Et vous qui avez accès à la watchlist, vous pourrez à peu près savoir si Oracle mérite à peu près mérite une attention particulière en date d'aujourd'hui parce qu'elle paraît sous-évaluée. OK? Donc, si on fait la mise à jour, je fais juste ça comme ça parce que sur la watchlist, revenons ici. En moyenne, le marché paye combien de fois les frais? Enfin, on paye en moyenne 15 fois les bénéfices. OK? C'est une entreprise qui rachète ses nombres d'actions. La dette nette sur EBITDA, 3,2 fois l'EBITDA. Certains diront, oh, elle est endettée. Mais non. C'est une entreprise qui peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow. Elle rapporte à peu près au moins une dizaine de milliards en termes de free cash flow. La dette nette, et vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur Pernod Ricard où je parlais de la dette. Retrouvez cette vidéo-là et vous saurez à peu près comment apprécier cette dette-là. Si vous ne la retrouvez pas, ce n'est pas plus grave. On en parle également dans le pack du débutant. Et je rappelle que sur ce site-là, jusqu'au 30 du mois de septembre 2024, les différents services qui sont marqués comme date limite, en fait, ne seront plus proposés sur cette page-là. Il y aura uniquement la newsletter. OK? Donc, au prix actuel. Donc, pendant que vous êtes sur cette page-là, la newsletter, où je partage vraiment des analyses concurrentielles, pourrait également vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Pour ceux que ça intéresse au niveau du stock picking, je ne parle pas d'ETF. OK? Et je vous encourage toujours à acheter des ETF. D'accord? Et si vous voulez faire du stock picking, sur cette chaîne, on le fait de manière sérieuse. Donc, au-delà des chiffres. Et donc, vous remarquez ici que nous avons 74 milliards de dettes nettes. Et on génère à peu près 10 milliards de free cash flow. On a un potentiel d'augmentation des marges. Parce que pourquoi est-ce que je pense qu'on peut augmenter ces marges-là? Parce que si on regarde les bénéfices nets, qui sont généralement inférieurs au free cash flow, on remarque que ces bénéfices nets-là sont à peu près aux alentours en moyenne de 23%. Actuellement, c'est 20%. Or, je remarque ici que les free cash flow sont plus élevés. Même si quand on prend les free cash flow, on revient à peu près sur une certaine moyenne. Mais attention, on a bien plus de revenus que ça. Dans une certaine moyenne en termes de volume, mais on a bien plus de revenus que ça, ce qui veut dire ici qu'en termes de marge, les free cash flow, on aura un niveau moins élevé. Mais c'est une entreprise qui génère du cash flow. OK? Et c'est avec le cash flow, le free cash flow qu'on rachète les actions, qu'on repaye la dette, qu'on fait des acquisitions. Et donc, c'est une bonne chose. Donc, dette nette sur EBITDA à 3, vous remarquez ici que la dette nette, c'est une entreprise qui rachète massivement, qui rembourse, qui a des free cash flow bien plus élevés, parce qu'en termes de dette nette de manière globale, ça n'a pas trop changé. Mais pourquoi est-ce que le ratio a diminué? Tout simplement parce que l'EBITDA a augmenté. Valorisation, qu'est-ce que ça va donner? Comme je l'ai dit, c'est un marché, c'est une entreprise qui s'est négociée à 15 fois les bénéfices pendant longtemps. Sur ma dernière vidéo, ou la première vidéo sur Oracle, j'avais mentionné à peu près que c'est un business qui pourrait mériter 20 fois les bénéfices. Aujourd'hui, le marché paye 29 fois les bénéfices parce qu'il y a toute la hype au niveau du cloud, l'intelligence artificielle, machin truc. Ça pourrait se... Et ça, voilà, on va certainement gagner de l'argent dessus. OK? Mais on doit également investir massivement. Et donc, si on s'échange à 25 fois les bénéfices, est-ce que c'est un nouveau paradigme? C'est un business qui est généralement prévisible. Quand on regarde à peu près l'estimation des années sur les dernières années, est-ce que nous sommes sur une croissance, sur une augmentation ici des targets, plutôt sur une stabilité par rapport à il y a 6 mois, sans changement énormément. Et donc, si je prends 25 fois les bénéfices, soyez extrêmement prudents. Ça veut dire ici que je devrais m'attendre à un prix aux alentours de 206 $ d'ici 2027. Et si c'est 206 $ moins la dette nette, on a une dette nette en date d'aujourd'hui de 26 $. Donc, ça donne à peu près aux alentours ici de 180 $ américains. Ce qui me permet de dire ici que c'est une entreprise qui est à la limite correctement évaluée. Et donc, si elle est correctement évaluée, simple, je viens dans ma watchlist. C'est une entité qui fait partie de quel secteur d'activité? Information et technologie. Et donc, dans information et technologie, je mettrai Oracle à combien? Je la mettrai à 180 $ l'action. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'aucuns diront, ouais, mais parle-nous du dividende. Les amis, en date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité du dividende, des bénéfices nets en dividende, vous aurez 3,45%. 3,45%. Elle ne reverse que 0,96. Et encore, 0,96 par rapport au prix actuel. Parce qu'aller parler de 0,96 ici à quelqu'un qui a acheté ses actions en 2009, son rendement est bien plus élevé que ça. Parce que lui, il a dépensé aux alentours de, disons, 20 $. OK? Pour recevoir en date d'aujourd'hui près de 1,60 $. C'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas extrapoler les dividendes dans le temps, mais plutôt le rendement des bénéfices nets ou des free cash flow par rapport à vos coûts d'acquisition. C'est ça la raison. C'est ce qu'il faut regarder. Comme d'habitude ici,
dans 10 ans que vous allez vous rendre compte de ce genre de choses. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise me distribue la totalité des dividendes attendus en 2027, d'accord, parce qu'on extrapole un tout petit peu cette croissance-là, ça fait 8,27 $ divisé par 168, j'arrondis, ça donne à peu près, disons, 5% de rendement. On paie aujourd'hui 0,96. Donc, le dividende ici aura tendance à croître. Et n'oubliez pas, on devrait parler du shareholder yield, remboursement de la dette positif pour les investisseurs, rachat d'actions positif pour les investisseurs, reversement d'un dividende positif pour les investisseurs. Et tout ceci rentre dans le shareholder yield. Et si vous vérifiez bien, cette compagnie-ci reverse à peu près bien plus que 0,96. Parce que si on regarde le shareholder yield, ici, en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près quelque chose autour de 2,49. Et encore, ça prend en considération le remboursement de la dette. Parce que si on ne prend pas en considération le remboursement de la dette, on aura peut-être quelque chose bien plus élevé que ça. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Comme je l'ai mentionné, jusqu'au 30 du mois de septembre 2024, vous pouvez avoir accès au Top Premium Plus s'il y a encore des places disponibles. OK? Vous avez également la watchlist ainsi que le pack du débutant. Pourquoi est-ce que j'ai marqué une date limite? Tout simplement parce qu'à partir de cette période-là, la seule chose que vous retrouverez ici, c'est soit vous allez soutenir la chaîne ou vous vous abonnez à la Top Newsletter où je partage uniquement des analyses concurrentielles. OK? Pourquoi est-ce que je ferme tous ces différents... Pas que je ferme, pour le moment, OK? Tout simplement parce que j'aimerais à peu près garantir un niveau de qualité supérieur à ce qu'on en long terme. OK? Donc, je ne vais pas avoir énormément... Je n'ai pas envie d'avoir 400 000 personnes dès le début. Non. Un tout petit peu, non, surtout à ce niveau. D'accord? Un petit nombre, c'est mieux parce que c'est surtout l'accompagnement qui m'intéresse ici. Le reste également est intéressant, mais si vous le prenez, c'est surtout pour l'accompagnement. OK? Donc, si vous avez des questions, réservez un appel, on en parle. D'accord? En tout cas, au 30 du mois de septembre, je fermerai ceci. On se parlera uniquement dans la Top Newsletter. OK? So, pour Oracle, en date d'aujourd'hui, ça reste un business intéressant. Le prix actuel est juste correct, de telle sorte que, en payant le multiple de valorisation actuel, on anticipe déjà une certaine croissance. Rappelez-vous, on a une croissance également à double chiffre. Donc, si cette croissance à double chiffre continue dans le futur, le prix actuel est exceptionnellement intéressant. Parce que si on extrapole, ce que je ne vous conseille jamais de faire, sans prendre en considération la taille du marché, etc., à 25 fois les bénéfices, nous pouvons avoir une entreprise qui pourrait se négocier à 295 $ l'action sans dette. Mais attention, j'ai extrapolé. D'accord? Je veux dire, le plus important, c'est de comprendre à peu près ce que l'entreprise fait, la taille du marché, l'évolution de la taille du marché. Et si on a une croissance plus élevée que la taille du marché, que la croissance du marché global, il faut toujours se poser les bonnes questions. Bref, rendez-vous dans la Top Newsletter, le pack du débutant, la watchlist ou bien le service Top Premium Plus. Merci, au revoir.